qu'on a vraiment extirpé cette idéologie. Si ce qu'on voit se produit aujourd'hui, c'est ça la dénazification dans notre optique, c'est-à-dire se débarrasser de ces gens qui mettent cette idée en théorie et en pratique. C'est ça la dénazification. Ma question est très particulière. Il ne s'agit pas de défendre le nazisme ou de quelque manière que ce soit. C'est une question pratique. Vous ne contrôlez pas le pays, ne vous contrôlez pas. Donc, comment réussirez-vous à éliminer une culture ou une idéologie ou des sentiments liés à l'histoire dans un pays que vous ne contrôlez pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, ça vous paraît pas bizarre qu'au cours des discussions, des négociations à Istanbul, on s'était mis d'accord sur le fait que c'est inscrit sur le papier qu'il n'y aurait pas de néonazisme en Ukraine, qu'il serait interdit au niveau législatif. Monsieur Carlson, on s'est mis d'accord là-dessus. Au cours des négociations, il n'y a rien d'humiliant ici pour l'Ukraine, pour un État contemporain. Est-ce qu'un État aujourd'hui peut propagander le nazisme? Non. Est-ce qu'il y aura des pourparlers pour résoudre le conflit et des pourparlers de paix? Il y a eu des discussions, on est allé jusqu'à un niveau avancé de validation, mais ces négociations étaient presque achevées, et après que nous avons retiré nos troupes de Kiev, l'autre partie, l'Ukraine, a jeté tous ces accords et s'est mis sous les ordres des États-Unis, des pays occidentaux, avec pour optique de la victoire sur la Russie. Et de plus, le président ukrainien a signé un décret qui l'empêche, lui et tous les autres, de négocier avec la Russie. Alors comment mener des discussions si lui-même s'interdit, il interdit aux autres de le faire? Nous savons qu'il promeut des idées de règlement, mais pour se mettre d'accord, il faut quand même avoir un dialogue, n'est-ce pas? Mais vous ne parlerez pas au président ukrainien, vous ne parlez pas au président américain non plus. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Joe Biden? Je ne sais plus quand je parlais avec lui. Vous vous souvenez plus? Je me souvenir de tout, j'ai suffisamment à faire. Mais il finance la guerre qui a lieu actuellement. Oui, il finance cette guerre, mais quand je discutais avec lui, c'était avant le début de l'opération militaire spéciale. Et d'ailleurs, je lui avais dit ouvertement, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne le fais jamais, mais je lui avais dit, je considère que vous commettez une erreur réellement historique en soutenant tout ce qui se produit là-bas en Ukraine et en repoussant la Russie. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Je lui ai dit plusieurs fois, ce ne serait pas convenable d'entrer dans les détails. Si vous voulez savoir, demandez-lui. C'est vous, le citoyen des États-Unis. Vous n'avez pas parlé avec lui depuis février 2022? Non, depuis, nous n'avons pas discuté. Mais nous avons des contacts, vous vous souvenez d'ailleurs? Je vous avais parlé de ma proposition de travailler ensemble sur le système de défense antimissile. Oui. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont participé. Ils sont en bonne santé, ils sont vivants. L'ancien président, Condoleezza Rice, elle est en bonne santé. Et M. Gates aussi. Et le directeur de la CIA actuel, M. Burns, qui était en plus ambassadeur en Russie, qui est un très bon ambassadeur. Tous ces gens-là étaient témoins de ces discussions. Interrogez-les. C'est la même chose ici. Si vous voulez savoir,
Ce que m'a répondu le président Biden, demandez-lui. Oui, je le ferai, mais de l'extérieur, il semble que la manière dont évoluent les choses, donc dans un conflit, donc où il y a un risque nucléaire, pourquoi n'appelez-vous pas M. Biden et pour lui dire arrêtons? Alors oui, il faudrait discuter avec lui. C'est très simple. Je le répète, nous avons des contacts au niveau de certains services, je dirais même que nous parlons de cela et nous faisons savoir nos positions aux dirigeants américains. Et si vous voulez vraiment arrêter les combats, il faut cesser les livraisons d'armes. En quelques semaines, tout peut être arrêté, c'est tout. Et à ce moment-là, on peut se mettre d'accord sur telle ou telle condition. Mais arrêtez-les. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Et quels sont les messages? Vous voulez livrer des armements à l'Ukraine. Mais je dis, arrêtez de livrer, c'est ça. Parlez de quoi sinon? Pensez-vous que l'OTAN est préoccupée par le fait que ça devienne un conflit mondial, un conflit nucléaire? En tout cas, ils ne parlent pas de cela. Ils essaient de se limiter à cette question de menace imaginaire provenant de la Russie. Il y a des gens importants, intelligents, qui comprennent très bien. La menace à laquelle vous vous référez est l'invasion russe de la Pologne ou l'expansion, disons. Est-ce que vous pouvez imaginer un scénario où vous diriez la Russie doit entrer en Pologne? Dans un seul cas. Si de la part de la Pologne, il y a une attaque contre la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt là-bas, ni en Pologne, ni en Lituanie, ni en Lettonie, nous n'avons aucun intérêt là-bas. Non, l'argument, je sais que vous le savez, c'est qu'on dit, voilà, il a envahi l'Ukraine et donc il a des visées territoriales sur l'ensemble du continent et vous dites clairement que non. C'est totalement exclu. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Ça va à l'encontre du bon sens. Ce serait une guerre mondiale dans ce cas. Une guerre mondiale qui menacerait d'élimination toute l'humanité, c'est évident. Mais il y a des moyens de dissuasion. C'est tous ces épouvantails. On disait que si la Russie utilise l'arme nucléaire tactique, et alors? C'est un épouvantail pour les citoyens américains, pour les contribuables américains, pour donner plus d'argent pour lutter contre la Russie, pour les hostilités, pour affaiblir la Russie. L'un des sénateurs, M. Chuck Schumer, un sénateur américain, a dit, je crois que c'était hier, a dit « Nous devons continuer de financer les efforts en Ukraine où les États-Unis, les soldats américains, les citoyens américains risquent de devoir aller sur place se battre. » C'est de la provocation bon marché. Je ne comprends pas pourquoi les soldats américains devraient combattre en Ukraine. Il y a déjà un nombre considérable de mercenaires. En premier lieu de Pologne, en deuxième place des États-Unis, ensuite de la Géorgie. Donc, et si vous avez le souhait d'envoyer des troupes régulières, évidemment, on est à la limite d'un conflit très très grave mondial, c'est évident. Les États-Unis ont besoin de ça? À quoi bon? À des milliers de kilomètres du territoire national? Vous n'avez rien d'autre à faire? Vous avez plein de problèmes à la frontière déjà, des problèmes d'immigration, des problèmes de dette nationale.
33 milliers de milliards de dollars. Pourquoi combattre en Ukraine? C'est pas mieux de se mettre d'accord avec la Russie, de se mettre d'accord en comprenant la situation qui se présente aujourd'hui, en comprenant que la Russie va défendre ses intérêts jusqu'au bout, en comprenant en même temps revenir au bon sens, commencer à avoir du respect pour notre pays envers ses intérêts et chercher des solutions. Cela me paraît beaucoup plus intelligent et beaucoup plus rationnel. Qui a fait exploser Nord Stream? Vous, bien sûr. J'étais occupé ce jour-là. Oui, personnellement. Oui, vous aviez un alibi. Mais la CIA, elle n'a pas d'alibi pareil. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Vous savez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on dit toujours dans ces cas-là à qui profite le crime. En l'occurrence, ici, il faut chercher pas celui à qui le crime profite, mais celui qui peut le faire. Parce que celui qui est intéressé, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont intéressées. Il faut être capable d'aller au fond de la mer Baltique et réaliser une telle explosion. Donc ces deux éléments, ils doivent être bien. Qui est intéressé et qui peut le faire. Je peux bien comprendre, parce que donc c'est le premier acte de l'histoire en matière de terrorisme industriel. Et si vous avez des preuves, et probablement vous avez des services de renseignement, de sécurité, que l'OTAN et les États-Unis l'ont fait, pourquoi vous ne le présenteriez pas comme une victoire de la propagande? C'est très difficile de vaincre les États-Unis dans la guerre de la propagande, parce que les États-Unis contrôlent tous les médias internationaux et beaucoup de médias européens. Et le bénéficiaire final des médias européens, ce sont des fonds américains. Vous ne savez pas ça. Donc, on peut faire ce travail, mais il vaut mieux préserver sa santé. On peut exposer ses sources d'informations et sans avoir de résultats. Tout le monde a très bien compris ce qui s'est passé. Les analystes américains le disent eux-mêmes, directement. Oui, d'accord. Mais j'ai une question à laquelle vous avez travaillé en Allemagne, et ça, comme on le sait, les Allemands savent clairement que ce sont leurs partenaires de l'OTAN qui ont fait ça, et que ça affecte considérablement leur économie. Et pourquoi ne disent-ils rien? Pour moi, je trouve ça extrêmement troublant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Moi aussi, ça m'étonne. Aujourd'hui, les dirigeants allemands ne suivent pas les intérêts nationaux. Ils suivent les intérêts des pays occidentaux pris d'une manière collective. Autrement, c'est difficile d'expliquer la logique de leurs actions ou de leur inaction. Mais ce n'est pas seulement Nord Stream 1. Nord Stream 2 a été aussi abîmé, mais il reste encore une conduite en bon état par laquelle on peut faire circuler du gaz. Mais l'Allemagne ne l'ouvre pas. Nous, on est prêts. Il y a aussi un autre itinéraire via la Pologne. Yamal Europe, c'est son nom. Et on peut assurer un flux important ici, mais la Pologne l'a fermé. Et donc, mais la Pologne vient picorer dans la main des Allemands. Elle reçoit de l'argent européen et le donneur principal, c'est l'Allemagne justement de ces fonds. Et l'Allemagne nourrit la Pologne à un certain point. Et donc, ils ont fermé cet itinéraire vers l'Allemagne. Pourquoi? Je ne comprends pas. L'Ukraine, où les Allemands livrent des armements et de l'argent, et le deuxième sponsor après les États-Unis pour l'aide financière à l'Ukraine. Il y a deux itinéraires de gazoducs qui circulent par l'Ukraine. Ils en ont fermé un, et bien ouvrez le deuxième et recevez du gaz de Russie. Mais ils ne l'ouvrent pas. Pourquoi les Allemands ne diraient pas, écoutez les gars, on vous donne de l'argent, des armes, tournez la vanne s'il vous plaît, laissez passer le gaz qui vient de Russie, on paye 3 fois plus cher aujourd'hui,
ça casse notre compétitivité, notre économie. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne de l'argent? Alors, laissez-nous exister normalement, gagner sur le plan économique, et c'est ça qui nous permet de vous donner de l'argent. Non, ils ne le font pas. Pourquoi? Posez-leur la question. Ils ont autant de doigts dans la tête que sur cette table. La guerre aujourd'hui peut-être divise le monde en deux hémisphères. Donc j'aimerais que... Est-ce que vous pouvez décrire les blocs d'alliance qui est de chaque côté, pensez-vous? Écoutez, vous avez dit que le monde se divisait en deux hémisphères. La Terre, la tête aussi est divisée en deux hémisphères. Il y a une moitié plus créative, une autre plus active, mais c'est une seule tête. Donc il faut que le monde soit uni, que la sécurité soit commune. Et c'est pas ce sur quoi compte le milliard d'or. Et alors, à ce moment-là, le monde sera stable, durable et prévisible. Et tant que la tête est divisée en deux parties, c'est une maladie grave. Et le monde traverse cette période de maladie difficile. Mais j'ai l'impression que grâce aux journalistes honnêtes, on peut avoir un travail. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Donc, un exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce que donc, s'agissant du dollar des États-Unis, est-ce que vous pensez que les sanctions pourraient changer le rôle du dollar? Vous savez, c'est une des erreurs stratégiques les plus graves de la part des dirigeants américains, l'utilisation du dollar en tant qu'instrument de lutte politique internationale. Le dollar, c'est la base de la puissance des États-Unis. Et je pense que tout le monde le comprend très bien. On imprime autant de dollars, ils circulent partout dans le monde. L'inflation aux États-Unis, elle est minimum, autant que je sache, 3%, 3,3, 4%. C'est tout à fait admissible pour les États-Unis. Et on continue à faire fonctionner la presse à billets. Qu'est-ce que ça signifie? 33 milliers de milliards de dollars. C'est de l'émission. En même temps, c'est l'arme principale de préservation de la domination des États-Unis dans le monde. Et les dirigeants politiques ont décidé d'utiliser le dollar en tant qu'instrument de lutte politique. Ils exercent des frappes contre cette puissance américaine. Je ne vais pas utiliser des expressions grossières, mais c'est une erreur grossière. Regardez ce qui se produit dans le monde. Même parmi les alliés des États-Unis, on voit diminuer les réserves en dollars. Tout ce qui se produit aujourd'hui, c'est que les gens cherchent à assurer leur sécurité. Si dans les relations de certains pays, les États-Unis utilisent des mesures de restriction, des blocages de comptes, des blocages d'avoirs, etc., c'est un signal très fort pour l'ensemble du monde. Qu'est-ce qui s'est produit chez nous? Jusqu'en 2022, on avait environ 80% des règlements financiers de commerce extérieur de la Russie qui étaient en dollars et en euros. Et le dollar, c'est à peu près 50% de nos règlements avec les pays tiers. Et aujourd'hui, il n'en reste que 13%. On n'a pas interdit l'utilisation du dollar. C'est pas ça qu'on a cherché. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de limiter nos règlements en dollars. Je considère que c'est n'importe quoi. Vous comprenez du point de vue des intérêts des États-Unis eux-mêmes, des contribuables américains. Parce que cela cause un dommage à l'économie américaine et sape la puissance des États-Unis dans le monde. D'ailleurs,
les règlements en yuan étaient à peu près de 3%. Aujourd'hui, c'est 34%. Nous réglons autant en roubles, 34% aussi, comme en yuan. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait cela? Je pense que c'est de la présomption, simplement. Ils pensaient que tout allait s'effondrer, mais rien ne s'est effondré. De plus, regardez, les autres pays, en particulier les pays producteurs de pétrole, commencent à dire, et font dans les faits aussi, des ventes en yuan. Vous comprenez ce qui se produit ou pas? Est-ce que quelqu'un comprend cela aux États-Unis? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous coupez vous-même l'herbe sous le pied. Tous les experts, ils vous diront, s'ils ont un peu de bon sens aux États-Unis, c'est quoi le dollar aux États-Unis? Vous tuez vous-même. Vous tuez vous-même. Oui, je pense que c'est une évaluation juste. Mais la question est de qu'est-ce qu'il y aura en Suisse? Et est-ce qu'il y aura, par exemple, la fracture met en danger l'ensemble du monde par la domination de l'économie chinoise? Il y a également une question de souveraineté. Est-ce que vous êtes inquiet par tout cela? We have heard those boogeyman stories before. It is a boogeyman story. We're neighbors with China. On connaît ces histoires pour faire peur. Ce sont des histoires. Nous sommes voisins avec la Chine. Les voisins, c'est comme les gens de la famille, on ne choisit pas. Mais nous avons des milliers de kilomètres de frontières communes. C'est la première chose. Deuxième point, nous sommes habitués à cette coexistence depuis des siècles. Troisième point, la philosophie de politique extérieure chinoise n'est pas agressive. C'est toujours une recherche de compromis. C'est dans leur mentalité, nous le voyons. Le point suivant, c'est qu'on nous dit toujours, et vous avez essayé justement d'utiliser cet épouvantail sous une forme adoucie, mais en tout cas c'est toujours la même chose. Le volume de coopération avec la Chine augmente. La dynamique de coopération entre la Chine et l'Europe est plus importante que cette coopération entre la Chine et la Fédération de Russie. Demandez aux Européens. Ils n'ont pas peur? Ils ont peut-être peur. En tout cas, le marché chinois, ils le visent, mais ils sont confrontés à des problèmes économiques. Et les entreprises chinoises conquièrent les marchés européens. Et donc, il y a trop peu d'entreprises chinoises aux États-Unis. Oui, les décisions politiques sont telles qu'on cherche à limiter la coopération avec la Chine. Monsieur Tucker, vous allez à l'encontre de vos intérêts. En limitant la coopération avec la Chine, vous vous causez un dommage. C'est très délicat. Il n'y a pas de solution toute faite ici, comme avec le dollar. Et donc, avant d'adopter des sanctions illégitimes du point de vue de la charte de l'ONU, il faut réfléchir. Et c'est un problème auquel doivent réfléchir les dirigeants. La guerre serait mieux si elle était entre deux alliances en compétition. Que pensez-vous Est-ce que vous pensez que s'il y avait une nouvelle administration après Joe Biden, vous seriez capable de rétablir la communication? Je vais vous répondre. Pour clore la question précédente, on a 200 milliards de dollars. Nous sommes mis comme objectif, avec mon collègue, le président Xi Jinping, que cette année, nous devions avoir 200 milliards de dollars d'échanges avec la Chine. Nous avons dépassé ce plafond. Nous sommes déjà à 230 milliards. Selon les statistiques chinoises, on est à 240 milliards de dollars. Si on calcule en dollars, c'est notre volume d'échange avec la Chine. Et il y a une chose importante, c'est que cet échange, il est équilibré, il est complémentaire sur le plan des technologies, des recherches scientifiques. Il est équilibré.
En ce qui concerne les BRICS, la Russie assure la présidence cette année et les pays des BRICS se développent à un rythme élevé. Regardez, si je me souviens bien, en 1992, il me semble que la part des pays du G7 était de 47%. En 2022, elle est tombée, je crois, aux environs de 30%. La part des pays des BRICS, en 1992, elle était de 16% seulement. Aujourd'hui, elle dépasse celui du G7. Et ce n'est pas lié à des événements en Ukraine. C'est une tendance d'évolution du monde, de développement économique partout, et c'est inévitable. Et ça va se poursuivre. De même que le soleil se lève, on ne peut pas l'empêcher. Il faut s'adapter. Et comment les États-Unis s'adaptent? Par la force. Des sanctions, des pressions, des bombardements, l'usage de la force. Et les gens ne comprennent pas votre élite politique. Le monde évolue de façon objective. Et donc, il faut prendre des décisions appropriées à temps pour suivre le niveau. Excusez-moi, mais si vous voulez avoir un niveau de domination, il y a des actions, des agissements, notamment à l'égard de la Russie et d'autres pays qui finalement vont être contre-productif. Ça devient évident aujourd'hui. Vous m'avez demandé, s'il y a un nouveau dirigeant, qu'est-ce que ça va changer? La question, ce n'est pas le dirigeant, pas la personnalité d'une personne concrète. J'ai de bonnes relations avec Bush, par exemple. Je sais qu'il a été présenté aux États-Unis comme un plouc qui ne comprend rien. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Je considère qu'à l'égard de la Russie, il a aussi fait beaucoup d'erreurs. Je vous ai parlé de l'année 2008 et de la décision de Bucarest d'ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine et ainsi de suite. C'est lui qui a exercé des pressions sur les Européens. Mais dans l'ensemble, sur le plan humain, j'avais de bonnes relations, de très bonnes relations avec lui. Il n'est pas plus stupide que n'importe quel Américain ou Russe, Européen. Je vous assure qu'il comprenait ce qu'il faisait, comme les autres. Et j'avais aussi des relations personnelles avec Trump. La question, ce n'est pas la personnalité de l'individu, c'est l'humeur dans laquelle se trouve l'élite. Si la société américaine veut être prête à utiliser la force pour assurer sa domination, ça ne pourra qu'empirer. Mais si finalement il y a une prise de conscience que le monde évolue pour des raisons objectives et qu'il faut s'adapter à temps en utilisant les avantages que nous avons aujourd'hui et qui sont préservés aux États-Unis, alors à ce moment-là, quelque chose peut changer. Regardez, l'économie chinoise est devenue la première au monde en matière de parité de pouvoir d'achat. Ils ont dépassé les Américains depuis longtemps. Ensuite, donc, les Indiens, 1,5 milliard d'habitants, le Japon, et ensuite, à la 5e place, la Russie. La Russie, l'an dernier, est devenue la première économie d'Europe, malgré toutes les sanctions et restrictions. C'est normal de votre point de vue? Les sanctions, les restrictions, l'impossibilité d'effectuer des règlements de dollars, le débranchement du système SWIFT, les sanctions contre nos navires qui transportent du pétrole, les sanctions en matière aéronautique, les sanctions dans tous les domaines. Le plus grand nombre de sanctions qui sont adoptées dans le monde le sont contre la Russie. Et nous sommes devenus la première économie du monde pendant ce temps. Les instruments utilisés par les États-Unis sont inefficaces. Il faut réfléchir. Si cette prise de conscience vient chez l'élite, alors à ce moment-là, le chef de l'État agira de façon à satisfaire les électeurs et ceux qui prennent des décisions à différents niveaux. Et alors, quelque chose pourrait changer.
Vous décrivez deux systèmes différents. Vous dites que donc les dirigeants ont des personnalités, et puis d'un autre côté, vous dites que c'est l'état d'esprit des élites. Mais quels sont ces centres de pouvoir aux États-Unis? Que pensez-vous? Et qui prend réellement les décisions? I don't know. Je ne sais pas. L'Amérique est un pays complexe, dans un sens très conservateur, de l'autre côté, qui évolue beaucoup. On a un peu de mal à comprendre tout ça. Qui prend la décision aux élections? Est-ce qu'on peut comprendre quand chaque État a sa propre législation, chaque État régule cette question de sa façon et peut écarter quelqu'un des élections au niveau d'un État? Donc c'est un système à deux étages, c'est un peu compliqué à comprendre. Bien sûr, il y a les deux partis qui dominent, les républicains et les démocrates. Et dans le cadre de ce système des partis, les centres qui prennent des décisions, qui les préparent. Ensuite, regardez, à l'égard de la Russie, après l'effondrement de l'URSS, à mon avis, il y a eu une grosse erreur qui a été commise et qui était absolument injustifiée. C'est la politique de pression, l'extension de l'OTAN, le soutien aux séparatistes dans le Caucase, la mise en place de la défense antimissile. Tout cela, ce sont des éléments de pression. Pression, pression, pression. Ensuite, on a attiré l'Ukraine dans l'OTAN. Tout ça, ce sont des pressions, des pressions. Pourquoi? Je pense en particulier que il y a eu des puissances industrielles excessives et alors qu'il y avait la lutte contre l'URSS, il y a beaucoup de centres qui avaient été inventés, de spécialistes qui avaient été formés sur l'URSS et qui ne savaient rien faire d'autre. Et alors ils continuaient, il faut frapper la Russie, il faut essayer de la démolir, créer plusieurs États sur son territoire et diviser pour mieux régner, les utiliser pour mieux lutter contre la Chine. C'est une erreur. Et cette erreur, elle est liée en particulier au potentiel excessif qui restait de ceux qui luttaient contre l'URSS. Il faut se débarrasser de ça. Il faut des forces fraîches, des gens nouveaux qui comprennent, qui regardent l'avenir et qui comprennent ce qui se passe. Regardez, le développement de l'Indonésie, 600 millions d'habitants. Ils vont aller où? Il faut simplement partir du principe que l'Indonésie elle est déjà dans le club des économies leaders dans le monde. Que ça vous plaise ou pas, nous comprenons bien que aux États-Unis, malgré tous les problèmes économiques, la situation est quand même normale. Il y a une croissance économique normale de 2,5%. Mais si on veut assurer l'avenir, il faut changer l'attitude vis-à-vis de ce qui évolue. Comme j'ai déjà dit, le monde de toute façon, il va changer, indépendamment de la façon dont va se résoudre la situation en Ukraine. Le monde évolue. Les États-Unis eux-mêmes, à des experts qui disent eux-mêmes que les États-Unis changent de position dans le monde. La question, c'est comment ça va se produire. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va se passer en douceur, progressivement? Et ça, ce sont des experts qui ne sont pas anti-américains qui l'écrivent. C'est simplement des gens qui observent l'évolution du monde. Et pour évaluer, adapter la politique, il faut des gens qui réfléchissent, qui regardent l'avenir, qui analysent, qui recommandent et qui donnent des décisions au niveau des dirigeants. Vous avez dit clairement que l'élargissement de l'OTAN était une violation des promesses qui avaient été faites et une menace contre votre pays. Mais avant, vous avez envoyé des troupes en Ukraine et vous avez... avant, est-ce que vous pensez que c'était un effort pour vous provoquer, pour parvenir à une action militaire? Je le répète encore une fois, nous avons souvent proposé une solution au problème qui est apparu en Ukraine après le coup d'État de 2014. Pas
des moyens pacifiques. Personne ne nous a écoutés. De plus, les dirigeants ukrainiens, qui étaient sous le contrôle total des Américains, a déclaré qu'ils n'allaient pas respecter les accords de Minsk, que rien ne leur plaît dans ces accords et qu'ils continueraient leur activité sur ce territoire. Et parallèlement, on a assisté à une conquête de séries de territoires par les structures militaires de l'OTAN, avec la formation de cadres, et donc des bases ont été établies. En Ukraine, une loi a été adoptée pour dire que les Russes ne sont même pas une nation, mais au contraire qu'il y a des lois qui nient ces droits en Ukraine, qui a eu en cadeau ce peuple russe, et on dit que ce n'est pas un peuple titulaire. Ça vous paraît normal? Et tout ça, ensemble, a suscité la décision de mettre fin à cette guerre lancée par les néo-nazis en Ukraine en 2014. Par la force. Pensez-vous que Zelensky a une certaine liberté de négociation? Je ne sais pas. Je ne peux pas juger des détails, mais je pense qu'en tout cas, oui, il y a quelque chose. Son père avait fait la guerre contre les nazis pendant la guerre. Et j'en ai parlé avec lui une fois. Je lui ai dit, Volodya, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu soutiens aujourd'hui les néo-nazis en Ukraine? Quand ton père a lutté contre les nazis, il était sur le front. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a répondu. C'est une autre histoire. Je considère que ce n'est pas convenable. En ce qui concerne la liberté de choix, pourquoi pas? Il est venu au pouvoir pour satisfaire les attentes du peuple ukrainien, pour apporter la paix, il l'avait dit, et c'est ça qui fait qu'il a remporté les élections avec un avantage fort. Mais une fois arrivé au pouvoir, il y a eu deux choses. La première chose, c'est ne pas se disputer avec les néo-nazis et les nationalistes parce qu'ils sont très actifs, très agressifs et on peut s'attendre à tout de leur part. Deuxième point, les Occidentaux, dirigés par les États-Unis, le soutient et soutient tous ceux qui luttent contre la Russie. C'est avantageux, c'est plus sûr. Et donc il a occupé cette position malgré les promesses faites à son peuple de cesser la guerre en Ukraine. Il a trompé ses électeurs. Pensez-vous qu'il avait la liberté, avant 2022, de parler avec vous? Est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Pourquoi pas? Il se considère comme chef d'État, il a remporté les élections, alors que nous, en Russie, nous considérons que tout ce qui est arrivé après 2014 a pour source de pouvoir un coup d'État. Et donc, dans ce sens, les autorités actuelles sont mauvaises. Et donc, il se reconnaît comme président, il est reconnu comme tel par les États-Unis, par toute l'Europe et le reste du monde. Donc, pourquoi pas? Oui, il peut. Nous avons eu des discussions avec l'Ukraine à Istanbul, on s'était mis d'accord, il le savait. De plus, le chef du groupe de négociation, M. Arachamia, je crois que c'est son nom de famille, dirige toujours un groupe parlementaire du parti du président à la Rada. Il dirige ce groupe parlementaire à la Rada. Donc dans le Parlement du pays, il est toujours là-bas. Il a même apposé sa signature sur le document dont je vous parle. Et ensuite, publiquement, il a déclaré au monde entier, nous étions prêts à signer ce document, mais M. Johnson, à l'époque Premier ministre britannique, il est venu, nous a déconseillé de le faire. Il a dit qu'il valait mieux continuer à lutter contre la Russie. Il nous donnerait tout ce qu'il faudrait pour compenser tout ce que nous aurions perdu dans les combats contre la Russie. Et cette déclaration, elle a été publiée. Il l'a dit publiquement.
Est-ce qu'ils peuvent y revenir? Ça, c'est une question. Est-ce qu'ils veulent ou pas? Et ensuite, M. le Président ukrainien a signé un décret lui interdisant de mener des négociations. Alors qu'il change ce décret, nous n'avons jamais renoncé à avoir des discussions. Nous n'avons jamais. Ils disent est-ce que la Russie est prête? Mais nous n'avons jamais refusé. Alors qu'il annule son décret et qu'il commence les discussions. On n'a jamais refusé, nous. Et eux, ils ont satisfait la demande de M. Johnson. Il me semble que c'est stupide et tragique. Et comme l'a dit M. Al-Ramia, nous aurions pu arrêter la guerre il y a 1 an et demi, cesser les combats. Mais les Anglais nous ont dit de ne pas le faire. Et il est où maintenant, M. Johnson? Et la guerre se poursuit. C'est une bonne question. Où pensez-vous qu'il est et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Personne ne sait. Moi, je ne comprends pas. La situation était telle à son moment. Tout le monde avait l'illusion que la Russie pouvait être vaincue sur le champ de bataille. C'était de la présomption, c'était peut-être sincère, mais c'était pas intelligent. Vous avez décrit d'autres connexions entre la Russie et l'Ukraine, les relations, l'Église orthodoxe ou autres. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous êtes un dirigeant chrétien. Quel effet cela a sur vous? Vous savez, comme je l'ai dit, en 988, le prince Vladimir s'est fait baptiser. Il a baptisé la princesse Olga et ensuite il a baptisé sa Droujina, son armée. C'est un processus qui a occupé plusieurs années. On est passé du paganisme au christianisme, ça a occupé beaucoup d'années. Et finalement, l'orthodoxie, le christianisme oriental s'est enraciné dans la conscience du peuple russe et la Russie s'est étendue. Elle a intégré différents peuples qui professent d'autres religions, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme. Et la Russie a toujours respecté ceux qui confessent d'autres religions. C'est une force, c'est très clair. Et dans toutes les grandes religions mondiales dont je viens parler, qui sont des religions traditionnelles pour la Fédération de Russie, en fait, la thèse principale, les valeurs essentielles sont très similaires, pour ne pas dire qu'elles sont semblables. Et toujours les autorités russes ont toujours eu une attitude respectueuse envers cette culture et la confession des différents peuples au sein de l'Empire russe. Et à mon avis, c'est un gage de sécurité et de développement. Tous ces peuples considèrent la Russie comme leur patrie. Et si par exemple tous les pays, je ne sais pas, en Amérique latine ou en Europe se déplacent, les gens viennent en venant de leur patrie, par exemple dans des pays européens, et ceux qui ont différentes religions en Russie, ils se considèrent en Russie comme dans leur patrie. Ils n'ont pas d'autres patries. Nous sommes ensemble. C'est une grande famille. Et nos valeurs traditionnelles, elles sont très similaires. Et quand je dis une grande famille, je dis que chacun a sa famille, c'est la base de notre société, et que si nous parlons de la patrie, de la famille, sont liées très concrètement entre elles, c'est la vérité. On ne peut pas assurer un avenir normal pour ses enfants, pour sa famille, si on n'assure pas un avenir stable pour tout le pays, pour toute la patrie. Voilà pourquoi le patriotisme est si développé en Russie. Mais le fait que les religions sont différentes, vous savez, donc la religion chrétienne est non violente, Jésus dit dans l'autre jour, etc. Comment un dirigeant peut être un chrétien et faire la guerre? Comment conciliez-vous cela?
C'est facile si on parle de la défense de soi-même, de sa famille, de sa patrie. Nous n'agressons personne. Comment ont commencé les événements en Ukraine? Ils ont commencé par un coup d'État et le début des opérations militaires dans le Donbass. C'est ça le début. Et nous défendons notre peuple, notre patrie, notre avenir. En ce qui concerne la religion d'une manière générale, vous savez, ce n'est pas seulement les manifestations extérieures, pas seulement le fait d'aller tous les jours à l'église ou de s'incliner à terre. C'est dans le cœur. Et notre culture, elle est orientée vers l'homme. Dostoïevski, qui est très connu en Occident comme génie de la culture russe, de la littérature russe, en a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé de l'âme russe. Alors que la société occidentale est beaucoup plus pragmatique. L'homme russe pense à l'éternité, aux valeurs morales. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais quand même, la culture occidentale est plus pragmatique. Je ne dis pas que c'est pas bien. Ça donne la possibilité à ce milliard d'or actuel d'avoir des succès en production, dans la science, etc. Donc il n'y a rien de mal ici. Simplement, je dis que nous ressemblons, mais la conscience est différente. Le surnaturel au travail, chez vous, est-ce que vous voyez Dieu au travail pour vous protéger? Est-ce que c'est une force non humaine? Non, honnêtement, c'est pas ce que je pense. Je pense que la communauté internationale se développe selon ses propres lois. Elles sont telles qu'elles existent. On ne peut pas s'en passer, c'est toujours ce qui s'est passé dans l'humanité. Certains peuples se sont levés, sont devenus plus forts, et puis ils ont disparu de l'arène internationale. Et j'ai pas besoin de donner d'exemples ici. On peut commencer par les ordines Chinggis Khan, la Horde d'or, en finissant par l'Empire romain. Dans l'histoire de l'humanité, je crois que il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi grand que l'Empire romain. Mais en tout cas, on a eu le potentiel des barbares qui s'est accumulé et finalement, l'Empire romain s'est écroulé parce que les barbares étaient plus forts, notamment sur le plan économique, ils se sont renforcés et ce régime qui avait été imposé par l'Empire romain dans le monde s'est écroulé. Il a mis 500 ans à s'écrouler. C'est un processus qui était très long, 500 ans. La différence avec la situation d'aujourd'hui, c'est que le processus d'évolution est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'à l'époque du Grand Empire romain. Alors, quand est-ce que va commencer l'empire de l'intelligence artificielle? Vous me posez des questions de plus en plus difficiles. Pour répondre, il faut bien sûr être spécialiste dans le grand nombre et dans l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de menaces face à l'humanité en matière de génétique. On peut créer un surhomme, un homme spécial, un homme guerrier, un homme scientifique, un homme sportif. On dit qu'aux États-Unis, Elon Musk a déjà implanté une puce dans la tête d'un homme. Que pensez-vous de ça? Je pense qu'on ne peut pas arrêter Musk. Il va faire ce qu'il considérera comme nécessaire. Mais il faut se mettre d'accord avec lui, il faut chercher des moyens de le convaincre. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Je suis convaincu qu'il est intelligent, mais il faut se mettre d'accord avec lui il faut placer ce processus dans des cadres bien précis.
L'humanité, bien sûr, doit réfléchir à ce qui va se passer compte tenu de ces évolutions sur le plan de l'intelligence artificielle, de la génétique. Donc, comprendre ce qui peut se produire à l'étape suivante. Et quand l'humanité comprend cette menace, à cause de l'arme nucléaire, par exemple, tout le monde s'est mis d'accord à ce moment-là, parce que tout le monde comprenait qu'un mauvais usage pourrait mener à une destruction totale. Quand on comprendra que ce développement sans contrôle et sans limite de l'intelligence artificielle ou de la génétique, à ce moment-là, je pense qu'il y a des recherches. De même que ce n'était pas possible de cacher la création de la poudre et d'autres inventions qui sont survenues dans l'histoire de l'humanité. Mais quand l'homme sent une menace sur lui-même, à ce moment-là, on a une période qui s'instaure où on comprend qu'il faut se mettre d'accord. J'apprécie beaucoup le temps que vous nous donnez. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question Donc, il y a un journaliste américain qui est en prison depuis plus d'une année maintenant. Est-ce que je peux, sans rentrer dans la version de ce qui s'est passé, mais est-ce que vous ferez ce qu'il faut pour qu'il puisse revenir aux États-Unis? Nous avons fait tant de gestes de bonne volonté. Je pense qu'on a dépassé toutes les limites. On n'a jamais eu de réponse équivalente à nos gestes de bonne volonté. Mais en principe, nous sommes prêts à dire que nous n'excluons pas de faire un geste s'il y a une réponse de l'autre côté. Et quand je parle de l'autre côté, ce que je veux dire, je parle bien sûr des services spéciaux, ils sont en contact entre eux, ils parlent de ce sujet. Il n'y a pas de tabou qui empêche de régler ce problème. Nous sommes prêts à le régler. Mais il y a des conditions très claires que nous discutons avec nos partenaires au niveau des services spéciaux. Je pense qu'on peut se mettre d'accord. Alors, tout ceci a lieu depuis des siècles. Les pays s'espionnent, espionnent les frontières des autres, etc. Donc, dans les entreprises, je pense... Alors, ce qui fait la différence, c'est que donc on peut espionner, et chacun c'est tout ça. Il y a des échanges d'espions, mais ici, il est dans une catégorie différente. Est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas parler d'échange? Vous savez, on peut dire ce qu'on veut sur ce qu'est un espion ou pas un espion, mais il y a des choses très concrètes qui sont prévues par la loi. Si quelqu'un reçoit des informations secrètes et le fait de façon secrète, ça s'appelle de l'espionnage. Et c'est ce qu'il a fait concrètement. Il a reçu de l'information secrète. Il l'a fait de façon secrète. Peut-être qu'il a été attiré, peut-être qu'il a été imprudent, peut-être pas par son initiative propre, mais tout ça s'appelle l'espionnage. Il a été pris en flagrant délit, et s'il y avait des choses qui ont été inventées, qui ne sont pas prouvées, ce serait autre chose. Mais là, il a été attrapé la main dans le sac. Il a reçu des informations secrètes de façon secrète. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les choses peuvent être extrêmement différentes. Il peut y avoir différentes choses. Je ne sais pas pour qui il travaillait, mais je le répète encore une fois, l'obtention d'informations secrètes
de façon secrète s'appelle de l'espionnage. Et il travaillait dans l'intérêt des services secrets américains, peut-être d'autres structures. Je ne pense pas qu'il ait travaillé pour Monaco. Je ne pense pas que Monaco soit intéressé à obtenir ces informations. Ce sont les services secrets qui doivent se mettre d'accord entre eux, vous comprenez? Il y a des pratiques qui sont connues, il y a des gens qui, à mon avis, ne sont pas liés aux services secrets. Écoutez, moi je vais vous dire, dans un pays ce sont les États-Unis, il y a un homme qui, pour des considérations patriotiques, a liquidé dans une capitale européenne un bandit. Vous savez, pendant ce qui s'est passé dans le Caucase, vous savez ce que faisait ce type? J'ai pas envie, mais je vais quand même le faire. Il mettait nos soldats qui avaient été faits prisonniers sur une voiture et ensuite, il faisait passer des voitures sur leur tête. C'est quoi ce type? Est-ce que c'est un homme? On a trouvé un patriote qui l'a tué dans une capitale européenne. Il l'a fait à son initiative propre. Ou pas, ça, c'est une autre question. Oui, mais c'est une histoire complètement différente. Il a fait autre chose. Non, il n'est pas journaliste. Je le répète encore une fois. C'est un journaliste qui a reçu des informations secrètes de façon secrète. Oui, c'est une autre histoire. Je parle simplement de ces gens qui sont en fait sous le contrôle des autorités américaines, ou qu'ils soient en prison, entre les services secrets, il y a un dialogue. Ça doit se faire en douce, tranquillement, au niveau professionnel. S'il y a des contacts, qu'ils se poursuivent. Je n'exclus pas que cette personne, vous a parlé, M. Gershkovich, puisse revoir sa patrie. Pourquoi pas? Ça n'a aucun sens de le tenir plus ou moins longtemps en prison aussi. Que nos collègues des services secrets et aussi du côté américain cherchent une solution pour résoudre ce problème. Nous ne sommes pas fermés aux discussions. De plus, ces discussions sont menées. Il y a beaucoup de cas où nous avons pu nous mettre d'accord. Ça peut être le cas ici aussi. Mais il faut se mettre d'accord. Monsieur le Président, merci. Moi aussi, je voudrais qu'il puisse rentrer chez lui, finalement. Je le dis tout à fait sincèrement. Mais je le répète, il y a un dialogue qui est en cours. Plus nous rendons publics ces éléments, plus c'est difficile de les résoudre. Tout doit se faire. Je me demandais si avec la guerre, je pense que j'aurais une question encore, c'est que peut-être que vous ne voudrez pas répondre pour des raisons stratégiques, mais est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que ce qui se passe en Ukraine pourrait aboutir à quelque chose de plus important et d'encore plus horrible? Écoutez, je l'ai déjà dit. Nous ne refusons pas de discuter. Nous ne refusons pas. C'est la partie occidentale. Et l'Ukraine, évidemment, est un satellite des États-Unis aujourd'hui. C'est évident. Et je ne voudrais pas que ce soit comme une insulte ou comme une humiliation, mais on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui. Le soutien financier, 72 milliards. À un deuxième plan, il y a l'Allemagne, d'autres pays européens, des dizaines de milliards de dollars qui sont envoyés en Ukraine. C'est énorme. Il y a un trafic d'armes. Dites aux dirigeants ukrainiens, d'accord, mettez-vous d'accord. Supprimez votre décret stupide, mettez-vous, asseyez-vous et discutez. Vous avez dit que
l'Ukraine avait été empêchée par l'ancien Premier ministre britannique et par l'administration Biden. Donc ce n'est pas nouveau, des pays qui parlent avec d'autres pays. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas discuter directement avec l'administration Biden qui prend ces décisions? Si l'administration Zelensky en Ukraine a refusé de mener des discussions, je pars du principe qu'ils l'ont fait sur ordre de Washington. Si maintenant Washington voit que c'est une mauvaise décision, eh bien qu'ils y renoncent, qu'ils trouvent un prétexte qui ne soit vexant pour personne. C'est pas nous qui avons pris cette décision, c'est eux qui l'ont pris cette décision et qu'ils y renoncent. C'est tout. Ils ont pris une décision qui était mauvaise. Maintenant, c'est nous qui devons trouver une solution au problème et corriger leurs erreurs. C'est eux qui se sont trompés. Eh bien, qu'ils corrigent leurs fautes. Nous sommes d'accord. Pour ne pas qu'il y ait de malentendus, pour être sûr d'avoir compris, vous êtes prêt à négocier sur ce qui se passe en Ukraine? Exactement. Mais on y est arrivé. On a signé un document à Istanbul qui a été signé par le chef de la délégation ukrainienne. Il y a sa signature. Et pas partout, mais il a apposé ses signatures et ensuite il a dit nous étions prêts à signer et la guerre a été finie il y a déjà 1 an et demi. Mais M. Johnson est venu, il nous a déconseillé de le faire et nous avons laissé passer cette chance. Vous avez laissé passer une chance, vous avez fait une faute, eh bien revenez-y, voilà c'est tout. Pourquoi c'est à nous de nous agiter et de réparer les erreurs des autres? Je comprends, on peut dire que c'est notre faute, que nous avons intensifié les actions et qu'avec les armaments, nous avons décidé de cesser cette guerre, commencée, comme je l'ai dit, en 2014 dans le Donbass. Mais je reviens encore plus profondément, j'en ai déjà parlé. On en a parlé avec vous. Revenons à 1991, quand on nous a promis de ne pas étendre l'OTAN. Revenons à 2008, quand les portes de l'OTAN ont été ouvertes. Revenons à la déclaration de l'indépendance de l'Ukraine, où elle est proclamée comme État neutre. Revenons aux bases de l'OTAN et aux bases américaines, anglaises, qui ont commencé à apparaître sur le territoire de l'Ukraine, qui ont été des menaces pour nous. Revenons au coup d'État de 2014 en Ukraine. C'est insensé, n'est-ce pas? On peut lancer cette boule dans tous les sens, mais ils ont arrêté les négociations. C'est une erreur? Eh bien, corrigez-la. Nous sommes prêts. Quoi d'autre? Je pense qu'il serait trop humiliant pour l'OTAN d'accepter un contrôle russe de ce qui était il y a 2 ans un territoire ukrainien. Je l'ai dit. Qu'ils réfléchissent comment le faire de façon honnête. Il y a des solutions, si on le veut. Ils ont crié, ils ont fait du bruit, ils ont dit il faut parvenir à une défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Alors, vous voyez si c'est possible. Il me semble que ce n'est pas possible par définition. Cela ne se produira jamais. Il me semble qu'aujourd'hui, on en prend conscience, notamment chez ceux qui dirigent en Occident. Mais c'est ça, si cette prise de conscience existe, alors réfléchissez à ce qu'il faut faire. Après, nous sommes ouverts au dialogue. Est-ce que vous voulez dire félicitations l'OTAN pour la situation qui prévaut actuellement? Vous savez, c'est l'objet de négociations. De négociations que personne ne veut mener avec nous. Enfin, ils disent qu'ils veulent, mais qu'ils ne savent pas comment. Je sais qu'ils veulent. Je le vois, mais aussi, je sais qu'ils veulent. Mais ils ne comprennent pas comment le faire. C'est eux qui ont provoqué cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas nous, mais nos partenaires.
nos opposants qui l'ont fait. D'accord, qu'ils réfléchissent maintenant comment aller dans l'autre sens. Nous ne sommes pas contre. Ce serait ridicule si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation incessante en Ukraine, cette hystérie, ces problèmes internes, tôt ou tard, il faut se mettre d'accord. Et vous savez, c'est peut-être même bizarre de le dire dans la situation actuelle, mais de toute façon, les relations entre les peuples seront restaurées. Il faudra beaucoup de temps, mais cela viendra. Je vais vous donner des exemples originaux. Il y a des contacts, concrètement sur le terrain, et des soldats ukrainiens sont encerclés. C'est un fait réel. Et nos soldats disent, vous n'avez aucune chance, rendez-vous. Sortez et vous resterez en vie. Rendez-vous. Et de l'autre côté, en russe, en bonne langue russe, ils crient, les Russes ne se rendent pas. Ils sont tous morts. C'est-à-dire qu'ils continuent à se considérer comme Russes. En ce sens, ce qui se produit, c'est un élément de guerre civile. Et tout le monde pense en Occident que c'est une guerre qui use une partie du peuple russe contre l'autre. Non, il y aura une réunification. C'est inévitable. Pourquoi les autorités ukrainiennes saccagent l'Église orthodoxe russe? Parce qu'elle unit non pas des territoires, mais l'âme, et personne ne pourra casser cela. On s'arrête là ou on continue? Non, je pense que c'est bien. Merci, Monsieur le Président. Free speech is bigger than any one person or any one organization. Societies are defined by what they will not permit. What we're watching is the total inversion of virtue.